Je suis très heureux d'accueillir Pascal Boniface, que je ne présente pas, tout le monde le connaît, il est universitaire, directeur de l'IRIS. Dominique Vidal, je ne le présente pas non plus, historien, journaliste, et lui est chez lui, hein, toi aussi, tu es chez toi bien sûr, pas de la même façon, puisque c'est Dominique Vidal qui habituellement présente les midis de l'IREMO, mais aujourd'hui, puisque c'est un de ses livres qui est sur la sellette, c'est un peu délicat que Dominique invite Vidal. Donc on a trouvé une autre formule pour présenter ces deux livres. Au titre, vous les avez vus, tranquillement provocateur, antisémite et antisémitisme égale antisionisme ou l'inverse, avec un point d'interrogation, c'est très important évidemment. Donc des titres qui vraiment vont droit au but. Et ils vont donc chacun nous parler et nous présenter leurs ouvrages, chacun un quart d'heure, comme on fait habituellement, ou 20 minutes, et puis ensuite, évidemment, un débat avec la salle. Vous m'entendez dans la petite salle derrière? Oui, ça vient. Et je voudrais juste dire deux choses sur ces livres que j'ai lus avec beaucoup d'intérêt. La première chose, c'est que c'est vraiment très révélateur de la situation, de ce conflit par rapport aux impacts, aux implications, aux conséquences en France. On a là deux exemples différents. L'un, c'est tout le parcours individuel de Pascal, qui a subi de véritables insultes qui le heurtaient d'autant plus que ça heurte ses valeurs fondamentales. Et c'est un livre qui raconte son parcours depuis... Et ça remonte à loin, cette affaire de notes non autorisées, comme dirait Dominique Strauss-Kahn. J'ai trouvé ça stupéfiant que quelqu'un ait osé dire ça dans un parti pseudo-démocratique. Tu en parleras sûrement. C'est en 2001, vous vous rendez compte, en 2001. Et ça montre à quel point nous sommes dans cette démarche d'insultes sans rationalité. Et le livre de Dominique prend un peu de hauteur sur le plan historique. Et il a une phrase au tout début que je trouve importante. Il dit il faut redonner un peu d'intelligibilité en ces temps de confusion. Ce sont tes propres mots. Et tu essaies de montrer, en réponse à Macron, à quel point prétendre que l'antisémitisme c'est l'antisionisme et inversement, eh bien c'est à la fois, tu le dis, une faute politique et puis une faute et une erreur historique, et tu le montres très bien, et on va en parler. Donc je crois que c'est très révélateur de ces confusions dont nous sommes les uns et les autres souvent les objets, les victimes entre guillemets, mais on sait se défendre, je crois. Je dis on parce que ça nous est arrivé à tous de voir ces débats que l'on veut, des débats intellectuels, des débats politiques, devenir ainsi des débats qui insultent les gens qui portent des argumentaires différents. Et j'ajouterai encore un mot, c'est que je crois que c'est évidemment consubstantiel ce conflit Israël-Palestine depuis des décennies, malheureusement, mais je pense que depuis une quinzaine d'années, nous sommes dans un autre registre. Nous sommes dans un registre où ça a basculé très largement dans une forme d'État colonial. Et ce n'est pas de la polémique que de dire ça, il suffit simplement de constater qu'au mois de septembre 2017, le gouvernement Netanyahou a très officiellement voulu fêter les 50 ans de colonisation. Donc il revendique d'être un État colonial. C'est quand même quelque chose de tout à fait essentiel. Et donc évidemment, ça densifie encore les débats et ça contribue à faire ce que c'est devenu parfois, mais seulement. Donc ici, on va aujourd'hui essayer de redonner la vigueur à des analyses rationnelles, intellectuelles, et ensuite on débat. Donc je vais laisser la parole d'abord à Dominique pour présenter son livre, qui est, je le répète, une façon de redonner de l'intelligibilité à des questions difficiles. Et ensuite, Pascal, je te laisse la parole. Dominique, je t'en prie. En parlant fort, ça va comme ça? Un peu, oui. Ils ne sont pas enthousiastes, il faut en parler fort. Alors, mon livre, comme ceux qui le regarderont le verront, est sous-titré « Réponse à Emmanuel Macron ». Ça n'est pas un effet de style. J'ai décidé de l'écrire au soir du 16 juillet 2017, c'est-à-dire au soir de la commémoration du 75e anniversaire de la rafle du Veldiv, pendant laquelle le président de la République nous avait réservé 3 surprises. Première surprise, d'avoir invité pour la première fois dans l'histoire de l'après-Seconde Guerre mondiale le Premier ministre israélien à cette cérémonie. Et quel Premier ministre? Deuxièmement, de lui avoir, s'adressant à lui, donné du « cher Bibi ». Heureusement que l'autre n'a pas répondu « cher Manu », parce qu'on aurait été dans un drôle d'échange.
Et troisièmement, surtout, d'avoir, à la fin d'un discours par ailleurs, à mon avis, excellent, lâché cette phrase, je cite, « Nous ne céderons rien à l'antisionisme, car il est la forme réinventée de l'antisémitisme. » Alors, il faut dire d'emblée que jamais un président de la République, même pas Nicolas Sarkozy ou François Hollande, n'avait repris à son compte cet amalgame étrange. Je dis étrange parce qu'il confond dans une même réprobation un délit, le racisme anti-juif, qui, comme toutes les formes de racisme, est puni par la loi, et une opinion qu'on peut discuter, qu'on peut contester, qu'on peut rejeter, mais qui est parfaitement légitime, celle qui dit « mais non, les Juifs sont assimilables dans les pays où ils vivent, ils n'ont pas besoin d'un État où ils devraient tous se retrouver ». Alors, je vais prendre les deux éléments de l'affirmation de Macron et essayer, comme je le fais dans le livre, mais plus brièvement évidemment, de les démonter. C'est vrai que l'anti-judaïsme et l'antisémitisme traversent toute l'histoire de l'Europe, plus d'ailleurs que celle du monde arabe, il faut le signaler. Ils se sont traduits à travers les siècles par des discriminations, des expulsions, des massacres. Je pense à ce qui s'est passé au moment des croisades, je pense au XIXe siècle, au pogrom de Russie, etc. Et ils ont atteint leur apogée avec le génocide nazi, qui évidemment visait d'autres catégories que les Juifs, je pense aux tziganes, aux malades mentaux, aux slaves, etc., mais visait les Juifs tout particulièrement parce qu'eux devaient être exterminés jusqu'au dernier. Et de fait, la Shoah va faire disparaître la moitié des Juifs d'Europe et environ un tiers de la population juive mondiale. En France, où le régime de Vichy et sa police ont collaboré activement à la déportation de 75 000 Juifs sur 330 000 au total, français et étrangers, c'est une proportion très particulière en Europe quand même, de survivants du génocide, l'antisémitisme n'a pas cessé de reculer depuis la guerre. Toutes les enquêtes, sans exception, montrent qu'il est aujourd'hui une idéologie marginale, alors que l'islamophobie bénéficie de plus en plus d'une sorte de consensus. De même, après le pic du début des années 2000, le nombre d'attaques anti-juives recensées a diminué. Pareillement, il faut le dire, le nombre d'attaques islamophobes après le pic de 2015. Et j'ajoute que contrairement aux affirmations de certains, rien ne permet de parler d'un antisémitisme majoritaire dans telle ou telle catégorie de la population, et notamment parmi les musulmans. Mais, et je veux y insister, les données quantitatives ne disent pas la réalité qualitative, le vécu des populations. Et de fait, pour la première fois depuis 1945, des Juifs en ce début de siècle ont été assassinés en tant que Juifs. Je pense à Ilan Halimi, je pense aux 4 victimes juives de Mera, je pense aux 4 victimes de l'hypercacher, et, si c'est confirmé par la justice, à Lucie Attal Halimi. C'est donc dire qu'effectivement, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme reste plus que jamais nécessaire et qu'elle suppose une vigilance de tous les instants. Et j'ajoute, notamment lorsqu'on professe des opinions antisionistes. La vigilance est d'autant plus nécessaire. Toute incitation à la haine raciale, toute propagande négationniste doivent être combattues et sanctionnées. Et on ne manque pas de loi pour le faire. La loi de 1881 qui a été utilisée dans ce sens, la loi de 1972, la loi Guesso, le code pénal. Bref, voilà pour la première comparaison, le premier terme de la comparaison d'Emmanuel Macron. Pour le second, l'antisionisme, il faut dire, parce que ça ne manque pas d'importance, que c'est historiquement la poussée de l'antisémitisme à la fin du XIXe siècle qui a suscité la naissance même du sionisme. Confronté au pogrom de 1881-1882 et à l'affaire Dreyfus
en France, c'est-à-dire dans le pays qui a vu les Juifs obtenir pour la première fois leur émancipation, Théodore Herzl en tire la conclusion que les Juifs sont inassimilables, a fortiori chez nous. Et donc qu'ils doivent disposer de leur État à eux. En 1896, il publie l'État des Juifs, tout ça est connu. En 1897, il réunit le premier congrès sioniste mondial. Et 20 ans après, exactement, le Royaume-Uni, avec la déclaration Balfour, entérine le projet de foyer national juif en Palestine, Palestine sur laquelle Londres obtient le mandat de la SDN. Eh bien, malgré tout cela, c'est-à-dire le combat des sionistes et l'appui des Britanniques, les héritiers de Herzl ne rencontrent quasiment pas d'écho parmi les Juifs à l'époque. Communistes, bundistes, libéraux, orthodoxes s'opposent à leur thèse. L'immense majorité des Juifs qui quittent la Russie se rend aux États-Unis. Plus de 3 millions de Juifs de 1880 à 1939. Si bien qu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, la Palestine mandataire ne compte que 450 000 Juifs, soit 2,5% de la population juive mondiale de l'époque. Alors bien sûr, le génocide nazi va bouleverser tout ça, 6 millions de Juifs ont été exterminés, et des centaines de milliers de survivants ne peuvent pas rentrer chez eux. Alors maintenant, c'est interdit de dire qu'il y a des pogroms en Pologne, ni avant, ni pendant, ni après le génocide, mais c'est quand même la réalité, tout le monde le sait, jusqu'en 48, 49, 50. Et les États-Unis n'accordent pas de visa. Idem, ou quasiment, pour les Britanniques. Donc, effectivement, bon nombre de Juifs survivants du génocide vont émigrer, d'abord en Palestine, ensuite en Israël, d'où la guerre de 1947-1949 a chassé 800 000 Arabes. Il y a de la place pour les nouveaux arrivants. Et comme durant l'entre-deux-guerres, les Juifs émigrant là-bas le font moins par choix sioniste que par obligation. Et c'est vrai aussi, ensuite, des Juifs des pays arabes et des Juifs d'Union soviétique. 70 ans après, beaucoup d'immigration, de vagues d'immigration successives plus tard, Israël compte 6,5 millions de Juifs, et j'ajoute sur le territoire occupé du reste de la Palestine, au total 6,5 millions de Palestiniens. De surcroît, on peut donc dire que la majorité des Juifs aujourd'hui ne vivent pas en Israël. Et des centaines de milliers d'Israéliens ont quitté le pays dans les dernières années. Ils sont par exemple 100 000 rien qu'à Berlin. Berlin. Et même parmi les Juifs français qui, dans les dernières années, ont choisi, plus nombreux, par peur de l'antisémitisme, de faire leur alia, une très forte proportion revient en France assez rapidement. Est-ce qu'on peut, en interprétant le président de la République, considérer que tous ces Juifs, qui de génération en génération ont résisté aux sirènes du sionisme, comme des antisémites? Poser la question, c'est y répondre. Ce sont tout simplement des citoyens qui ont préféré poursuivre leur vie dans leur patrie de longue date ou d'adoption. Historiquement, la phrase du président de la République est donc absurde. Politiquement, et c'est ça qui nous motive quand même ici, elle est un grave danger pour la liberté de pensée et d'expression. Parce que la manœuvre des dirigeants israéliens et de leurs inconditionnels français est cousue de fil blanc. Ils essayent de criminaliser toute critique de leur politique parce qu'ils se savent isolés. Je rappelle que l'État de Palestine a été reconnu à l'UNESCO en 2011, à l'ONU en 2012, à la Cour pénale internationale en 2015, et on ne l'a pas noté. L'Assemblée générale vient de voter, il y a quelques semaines, en faveur, comme elle le fait chaque année, de l'autodétermination du peuple palestinien et donc de son droit à un État, c'est dit en toutes lettres, eh bien, ce vote a été acquis par 176 voix contre 7. Et parmi les 7, il y a les îles Marshall, la Micronésie, Nauru et Palaos. Cet isolement-là ne risque pas de se réduire,
parce que la droite et l'extrême droite au pouvoir à Tel Aviv se sont engagés dans une politique, Jean-Paul l'a dit, de radicalisation très inquiétante pour la communauté internationale. En profitant de l'administration américaine actuelle, de l'alliance avec les pays arabes qui préfèrent lutter contre l'Iran que de s'occuper de la cause palestinienne, on a une accélération de la colonisation, mais aussi de premiers gestes d'annexion avec des lois votées ou en passe de l'être pour annexer, c'est-à-dire pour en finir ouvertement avec les deux États, c'est-à-dire pour créer un seul État, mais pas celui dont rêvent un certain nombre d'entre nous, mais un État d'apartheid affiché comme tel, puisque tous ces dirigeants disent « pas question de donner le droit de vote aux Palestiniens dans cet État unique ». Voilà la raison pour laquelle la droite, l'extrême droite israélienne et leur relais français essayent de faire interdire toute contestation. Le premier objectif est connu, c'était d'interdire boycott des investissements, sanctions, BDS. Contrairement à ce que certains croient, ça n'a pas marché. Il n'y a pas de loi qui interdise le boycott en France. Il y a une directive ministérielle signée de Michel Alliot-Marie que très peu de parquets ont suivi. Il y a très peu de procès. Et il y a un arrêt de la Cour de cassation, mais qui est susceptible d'être retoqué par la Cour européenne des droits de l'homme. Ce n'est pas la méthode Coué. Je lis Federica Mogherini, la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, qui répète à qui veut l'entendre, de manière parfaitement officielle, l'Union européenne se positionne fermement pour la protection de la liberté d'expression et de la liberté d'association, en cohérence avec sa charte des droits fondamentaux, qui est applicable au territoire des États membres de l'Union européenne, y compris, c'est elle qui parle, y compris en ce qui concerne les actions BDS. D'où un second objectif que malheureusement, la phrase malheureuse du président de la République permettrait éventuellement de poser officiellement, l'interdiction de l'antisionisme proprement dit. On croit rêver, mais le président du CRIF, Francis Khalifa, a demandé officiellement en novembre au Premier ministre, je cite, que la définition qui prend en compte l'antisionisme comme forme nouvelle de l'antisémitisme soit transposée dans l'arsenal juridique français. S'il ne s'agissait pas d'une chose aussi grave, on pourrait en rire. Imaginez les communistes demander l'interdiction de l'anticommunisme, les gaullistes demander l'interdiction de l'antigaullisme, les néolibéraux demandaient l'interdiction de l'altermondialisme. Il y a, je le dis en pesant mes mots, comme vous voyez c'est écrit tout ça parce qu'aujourd'hui il faut peser ces mots, il y a quelque chose de totalitaire dans la pensée des ultrasionistes. Si ce projet prenait corps, et on n'y est pas, à mon avis, et pas qu'à mon avis, le Conseil constitutionnel le bloquerait sans doute en cours de route. Sinon, ce serait la première fois depuis la guerre d'Algérie que la France réinstaure le délit d'opinion. Je suis malheureusement, comme certains d'entre vous, assez âgé pour me souvenir des pages de journaux parsemés de blanc parce qu'ils avaient été caviardés par la censure. Or, l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 affirme, je cite, « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public. » Et l'article 11 ajoute « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » Et, puisque nous vivons dans l'Union européenne, jusqu'à nouvel ordre, la Cour européenne des droits de l'homme se fonde sur une convention du même nom qui dit dans son article 9 « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. » Et l'article poursuit, et j'en termine là, «
la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publique, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Personnellement, et j'espère ne pas faire preuve ici de méthode Coué, je n'imagine pas que le président de la République accepte d'être instrumentalisé au service d'une offensive liberticide. Merci de votre attention. Pascal. Oui, d'accord. Vous m'entendez à côté? C'est bon? C'est bon? D'accord. Bonjour à tous. Je me rappelle, on va parler de la situation française, pas de ce qui se passe là-bas, ce qui nous concerne chez nous, mais ce qui nous concerne, c'est évidemment une importation du conflit, facilitée par ceux qui entendent dire combattre cette importation. Et comme pour de multiples raisons, on peut craindre que la paix ne survienne pas dans un temps court, même un temps moyen au Proche-Orient, eh bien malheureusement, nous aurons encore à subir pour de longues années une dégradation du climat politique, du climat démocratique dans ce pays, du fait des répercussions du conflit du Proche-Orient chez nous. Je me rappelle que, je ne sais plus si c'est en décembre 2001 ou en décembre 2002, Dominique avait fait un grand papier dans le Diplo au nom de la lutte contre l'antisémitisme, où tu mettais déjà en avant l'instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme au profit de la sanctuarisation du gouvernement israélien qui était à l'époque celui d'Ariel Sharon. L'actuel est juste un peu plus à l'extrême droite encore, mais grosso modo, ce sont les mêmes matrices. Et en fait, 16 ans plus tard, on en est exactement au même point. Et je me demande même, mais c'est assez éprouvant, si la situation ne s'est pas dégradée depuis 2001-2002. Quand j'ai commencé à avoir mes ennuis à propos d'une note au Parti socialiste disant que, en tant que socialiste, il pouvait paraître curieux de renvoyer dos à dos occupants et occupés, de dire que chacun avait des responsabilités, mais que c'était vraiment à eux de s'arranger, et que de ne pas s'effaroucher, de ne pas protester contre des déclarations de certains membres du gouvernement israélien, au moment même où on trouvait inadmissible la participation de l'extrême droite en Autriche. Je ne pensais bien sûr pas avoir autant d'ennuis, mais je ne pensais surtout pas qu'il serait aussi durable. Et pendant quelque temps, j'ai pensé que, bon voilà, c'est une polémique qui va retomber, mais 16 ans plus tard, c'est la même. Et en fait, je ne sais pas s'il y a des juristes ici en France, la peine incompressible doit être de 22 ans. Moi, je sais que je mourrai avec ça. Je suis condamné à subir, mes enfants aussi par ailleurs, pour couronner le tout, à subir les attaques sur mon antisémitisme supposé, du fait d'une note rédigée en 2001, et alors que si j'avais écrit la moindre ligne antisémite, si j'avais tenu le moindre propos, même devant plus de 5 personnes, parce que tout est public, évidemment, j'aurais été déféré devant les tribunaux et j'aurais été condamné. Et c'était logique. Mais c'est ce grand paradoxe où, pour beaucoup de gens, je passe pour un antisémite, alors que je n'ai jamais tenu de propos tels, jamais été condamné, et que j'ai plutôt combattu toute ma vie cela. Et d'ailleurs, je dis souvent, quand je peux débattre avec des responsables institutionnels, finalement, dans la lutte contre l'antisémitisme, je suis un allié. Dans la protection du gouvernement israélien, je ne suis pas un allié, je serais même plutôt un adversaire. Mais qu'est-ce qui vous intéresse le plus, finalement? Vous refusez mon aide dans la lutte contre l'antisémitisme parce que, pour vous, ce qui compte le plus, c'est la protection du gouvernement israélien. Et les responsables institutionnels de la communauté et les intellectuels organiques de la communauté, même si le terme intellectuel peut prêter à caution, en fait, disent avoir 2 objectifs, 2 missions: combattre l'antisémitisme et défendre non seulement l'État d'Israël, mais le gouvernement israélien. Mais en fait, on voit bien qu'ils attaquent régulièrement des gens qui combattent l'antisémitisme parce qu'ils osent critiquer le gouvernement israélien. Ça va des non-invitations au dîner du CRIF de gens qui ont critiqué Israël, des tonneaux d'insultes de cette fameuse concept d'antisémitisme de gauche qui est simplement une façon de criminaliser la critique de gauche du gouvernement israélien. Mais quand on est de gauche,
on ne peut que critiquer un gouvernement de droite et d'extrême droite. Mais donc on criminalise cette critique politique légitime qui s'exercerait pour tout autre gouvernement en créant un antisémitisme de gauche. Non pas qu'il n'ait pas existé. Historiquement, il peut se retrouver, mais il est quand même tout à fait mineur par rapport à l'ensemble des gens qui critiquent le gouvernement israélien. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est effectivement à une tentative d'étouffer tout simplement le débat démocratique. Alors maintenant par des moyens juridiques, mais depuis longtemps par une censure et plus encore une autocensure. Parce que, en vérité, la peur s'est installée. En vérité, quand on dit « mais on peut critiquer le gouvernement israélien, tout le monde le fait », oui, mais il y a un prix à payer qui est beaucoup plus lourd. Et moi, je ne connais personne qui a eu des soucis de carrière pour avoir soutenu le gouvernement israélien. On peut même avoir de bonne fortune, d'ailleurs. Je connais plein de gens qui ont eu des gros soucis pour avoir critiqué le gouvernement israélien. Donc on est quand même là dans quelque chose qui a profondément changé. Et l'assimilation, effectivement, antisionisme, antisémitisme et critique du gouvernement israélien est intellectuellement fausse, politiquement répréhensible. Dominique explique très bien ça dans son livre, je ne vais pas y revenir. En tous les cas, on n'irait jamais dire si quelqu'un critique Poutine qui fait du racisme anti-russe. Si on critique Donald Trump, personne ne viendra dire qu'on fait de l'anti-américanisme, puisque beaucoup d'Américains critiquent Trump, mais cette assimilation critique d'un gouvernement et racisme n'est spécifique que pour le cas d'Israël. Pourquoi ? Mais c'est tout simplement parce que la politique de l'État israélien, du gouvernement israélien, la politique du gouvernement de l'État israélien est de moins en moins défendable. Et que on ne peut pas, il était déjà difficile au XXe siècle de soutenir l'occupation d'un peuple par un autre, c'est encore plus de le faire au XXIe siècle, et je dirais encore plus si on est de gauche. Et moi, souvent, les pires ennuis que j'ai eus, c'est avec des gens qui se revendiquent de gauche, parce que je les mettais en face de leurs contradictions. Et les gens n'aiment pas être mis en face de leurs contradictions. Et donc, comme ils soutenaient à la fois un gouvernement d'extrême droite, tout en disant combattre l'extrême droite en France, et en la soutenant en Israël, on la combat en Autriche, on la combat en Pologne, mais on la soutient en Israël, eh bien, la réponse la plus simple, c'est de qualifier d'antisémites ceux qui font cela. Mais en fait, quand on reprend un peu le temps long, moi, ce qui me désespère, enfin, ce qui me mine un peu le moral, c'est que les choses ne s'arrangent pas, elles se détériorent. Alors, non pas seulement parce que mon ami Manuel Valls, qui me soutenait auparavant, me critique maintenant, puisqu'il m'avait envoyé en 2003 un mot manuscrit disant qu'il était de tout cœur avec moi et qu'il partageait toutes mes analyses sur le Proche-Orient. Là, il a changé d'avis, mais il n'est pas le seul. Je propose un débat, j'espère qu'il va l'accepter. Comme il est démocrate, je pense que, et qu'il est ouvert au débat, je pense qu'il va, et puis il est sûr de ses arguments, donc je pense qu'il va l'accepter. Tu en doutes, Jean-Paul? Non, tu n'en doutes pas. Non, bon. Mais, bon, ouais. Non, écoute, normalement, on est sûr de ses arguments, on invective quelqu'un, on fait le débat. Et en fait, il y a alors d'une part, bien sûr, des gens qui sont convaincus idéologiquement de ce qu'ils disent et qui vont plutôt faire taire leurs opposants. J'ai beaucoup moins de médias. Je ne dirais pas que je suis interdit partout. C'est faux. Mais il y a beaucoup de médias dans lesquels je ne suis plus invité aujourd'hui tenant aux raisons que je peux pas parce que je m'exprime mal, etc. C'est pour mes positions sur le conflit israélo-palestinien. Soit par des journalistes qui sont engagés et qui ont une conception de leur métier consistant à dire finalement je fais taire ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. Et donc c'est là encore, il n'y a pas ça sur la Russie, il n'y a pas ça sur les autres. On voit bien là qu'il y a encore une très grande spécificité du conflit israélo-palestinien. Mais je pense que le pire, c'est la peur. C'est la trouille, c'est la lâcheté. C'est le nombre, l'autocensure est bien pire que la censure. Et le nombre de gens que je connais qui me disent qu'ils soient responsables politiques, qu'ils soient journalistes, qu'ils soient même universitaires, normalement on n'est pas censé être radié, enfin il y a eu des époques de l'histoire, on pouvait l'être, mais ce n'est plus le cas, qui me disent je suis sur le conflit israélo-palestinien, je suis d'accord avec toi, mais je ne le dirai pas en public, de peur de s'éviter des problèmes, eh bien, ce nombre est important. J'ai même des gens qui m'ont dit, ton bouquin, il est bien, mais tu comprends, je vais pas, c'est compliqué d'en parler. Mais bon,
qui disent non mais ton livre est polémique, on peut pas en parler. Mais j'ai pas compris que tous les livres polémiques étaient interdits. Il y a plein de livres qui sont polémiques à l'égard de l'islam et c'est plutôt des musulmans. Et là c'est plutôt tapis rouge plutôt que de dire oh, c'est polémique, on évite. Donc il y a un deux poids deux mesures qui est simplement très dangereux parce que c'est ce deux poids deux mesures qui nourrit l'antisémitisme. Et en fait, tous ceux qui sont ici, toutes les organisations de solidarité avec la Palestine que je connais, font une chasse sévère avec tous les antisémites qui essayent parfois de s'instiller dans cette association, de venir. Il m'est arrivé, comme à vous tous, des gens qui viennent vous dire « Ah, je vous soutiens » et très vite, vous sentez que vous n'avez pas besoin, que vous n'allez pas du tout être soutenu par ce type de personnes. Et donc, les associations de solidarité avec la Palestine font la chasse à tous ces extrémistes et elles sont néanmoins accusées régulièrement de les accueillir, voire de les associer, alors que l'extrémisme anti-musulman de certains partisans inconditionnels du gouvernement israélien n'est pas combattu avec la même vigueur et avec la même attention. Dominique dit que, heureusement, cette loi ne sera pas adoptée. On peut penser effectivement, et on peut espérer qu'Emmanuel Macron ne retirerait pas les propos qui ont suscité l'écriture de ton livre, qu'il y a eu un débat qu'il a senti, et bon, tu as participé parce que tu as fait ce réagi très vite dans les médias à ce propos-là. Mais, honnêtement, quand on voit quand même l'attitude de certains responsables politiques par rapport aux demandes du CRI, je ne sais pas si cette loi, si elle était proposée, si elle ne serait pas adoptée. Il n'y a pas de certitude. On peut penser qu'elle serait censurée par le Conseil constitutionnel, mais il n'est pas certain qu'elle ne soit pas. Et la façon dont on voit quand même dans le débat public comment des fake news, comme antisémitisme égale antisionisme, ou l'inverse, avant cette équivalence entre les deux, sont reprises comme une évidence ou sans être combattues. Comment, dans ce débat aujourd'hui, on peut trimballer ça? Eh bien, il y a quand même une grande inquiétude. Alors, c'est vrai que entre la théorie du complot et l'incompétence, il ne faut jamais écarter l'incompétence, et les gens qui travaillent vite ou qui répètent ce qu'ils ont entendu peut arriver fréquemment. Mais en fait, je ne suis pas sûr que les gens aient le courage, et il y a vraiment besoin de centres de résistance et de centres d'intelligence, l'IREMO en étant doublement doté. De centres d'intelligence pour réellement comprendre les situations, et de centres de résistance pour quand même lutter contre ces fake news qu'on veut nous faire entendre. Et moi je sais qu'il y a des gens qui sont réellement convaincus que je suis antisémite, parce qu'ils l'ont entendu tellement de fois, sans me connaître, sans m'avoir lu, sans... Mais quand je vois des journalistes, il y a eu un débat sur le mur de Charles Andernin où Charles demande à quelques-uns de ses amis de au moins lire la préface de mon livre de Michel Viviorca. Ils disent non, je ne veux pas la lire. Je ne veux pas la lire parce que ça viendrait déranger leur certitude. Quand on est à ce point de refus de l'intelligence, de refus des compréhensions des situations, on se dit qu'il y a un vrai problème, tout simplement parce que, une fois encore, on ne peut pas décemment se dire de gauche et soutenir la politique non seulement de Netanyahou, mais de Naftali Bennett et de Lieberman, qui sont partis de ce gouvernement. Donc c'est une situation qui est quand même très grave parce que ça restreint l'espace public, ça nourrit un antisémitisme sournois. Parce que quand le débat n'est pas ouvert et sain, eh bien il se déroule quand même, mais de façon beaucoup plus nauséabonde. Et là, il y a un vrai danger. Et permettre un débat libre et ouvert sur les questions du Proche-Orient, c'est, à mon avis, non pas une façon de nourrir l'antisémitisme, c'est une façon de le combattre. C'est une façon de le combattre avec la plus d'efficacité. Et moi qui, comme vous, beaucoup dans la salle, et bien sûr Dominique et Jean-Paul, fait pas mal de conférences, y compris dans des quartiers dits difficiles, eh bien, il faut aller un peu au contact aussi pour dissiper les idées reçues, les malentendus. Il ne faut pas rester uniquement au Trocadéro à faire des grands discours contre l'antisémitisme. Ou aux Folies Bergères. Et donc je crois qu'il y a un débat, enfin un enjeu démocratique, de rester libre, de pouvoir débattre des questions du Proche-Orient
chez nous, parce que on ne peut pas dire, nous sommes une démocratie et interdire le débat. Et une fois encore, si on veut combattre l'antisémitisme, et je pense que c'est quelque chose qui nous réunit tous dans cette salle, eh bien il faut un des moyens, c'est de continuer à débattre librement de la question du Proche-Orient et de pouvoir avoir un débat ouvert et sain, y compris sur la politique du gouvernement israélien. Merci Pascal. Bien, avant, je vais donc vous donner la parole, mais juste avant, je voudrais faire une remarque. Quand j'entends Dominique et Pascal, on a le sentiment, pour des raisons assez évidentes, qu'on est comme sur la défensive. Comme si, quelque part, nous étions minoritaires. Mais c'est faux. C'est faux, on n'est pas minoritaire. Les positions que Pascal, que Dominique, que je peux défendre, mais que beaucoup d'entre vous défendent, c'est des positions qui sont celles du droit international. Je reviens sur le droit international. Il faut quand même se souvenir d'un texte qui est, à mon avis, majeur et qui transcende les questions droite-gauche, qui est le rapport au droit international avec la résolution qui a été votée il y a un peu plus d'un an maintenant. C'était le 26 décembre 2016. Et cette résolution, elle rappelle les fondamentaux et elle dit très clairement qu'elle condamne la colonisation et qu'il faut qu'elle s'arrête immédiatement. Enfin, il y a des termes extrêmement durs. Et cette résolution, je vous rappelle qu'elle a été votée à l'unanimité des membres du Conseil de sécurité, moins l'abstention des États-Unis. À l'époque, c'était Obama, c'est-à-dire avec le soutien implicite des États-Unis. Et finalement, quelle est la position de beaucoup ici, en tout cas de nous trois, je pense, c'est celle du droit international et de la résolution. Alors, qu'est-ce que ça signifie défendre les positions de la résolution du Conseil de sécurité qui reprend beaucoup d'autres résolutions? Eh bien, est-ce que ce serait ça, être antisémite? Je ne sais quoi, ça n'a pas de sens. Il faut revenir à la question au-delà du rapport droite-gauche, c'est ça que je veux dire. Et nous sommes vraiment dans le droit international. Nous défendons les principes du droit international. Voilà, je me calme. Et je passe la parole à celles et ceux qui le voudront, et peut-être en priorité à ceux qui sont dans la petite salle, parce qu'il faut bien qu'ils aient une compensation. Donc si vous avez des questions, est-ce qu'il y a des personnes dans la petite salle? Non, pas encore. Alors ils auront priorité. Alors pardonnez, on va donner priorité, madame, parce qu'ils ont été tellement... voilà. Et si vous voulez venir jusqu'à la porte, comme ça on vous verra. Et on va pousser les murs, promis. Allez-y. Bonjour. Parlez fort, monsieur. Vous faites bien de dénoncer effectivement l'amalgame antisémitisme-antisionisme, mais il y a un autre amalgame qui est antisionisme et opposition au gouvernement Netanyahou et à la politique d'extrême droite. Donc je crois qu'il faut être un peu plus nuancé dans le propos, en faisant bien attention. On peut comprendre le sionisme, avoir acceptation de l'état des choses et de l'état d'Israël, et en même temps être hostile à la politique qui est menée à l'heure actuelle. Ça ne fait pas de vous un antisioniste pour autant. Et je pense que cette étape supplémentaire est indispensable dans notre propre réflexion. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, vous avez 100 fois raison. En Israël même, il y a des opposants à la politique du gouvernement, et en particulier de l'extrême droite israélienne, qui sont antisionistes. Je peux vous en citer. Et puis, il y en a qui ne sont pas antisionistes. C'est-à-dire, il y a une large, fort heureusement, gamme d'opinions politiques, pas assez large, à mon avis. On se porterait mieux si la gauche israélienne, le mouvement anticolonialiste, pacifiste israélien était plus vivant. Mais vous avez tout à fait raison, on ne peut pas assimiler les choses. L'antisionisme est une position idéologique très précise, je répète, qui considère que les Juifs ne sont pas inassimilables, comme le disait Théodore Herzl, et donc qu'ils n'ont pas besoin d'aller tous, en tout cas, vivre, ceux qui veulent le faire le peuvent évidemment, bien sûr, mais qu'ils n'ont pas besoin d'aller tous vivre dans un État qui soit leur. Ce qui me frappe quand même, je ne sais pas si vous avez été récemment en Israël, c'est que de plus en plus,
de personnes opposées à la politique de l'extrême droite israélienne se posent cette question-là. Quand on lit Gideon Levy, quand on lit Amir Haas, on sent qu'il y a eu une radicalisation des positions de, pour moi ce sont des confrères et une consoeur, qui se sont vraiment radicalisés. Et on sent cette interrogation-là, mais je crois qu'elle vient de la politique même menée par l'extrême droite israélienne. Pascal, tu veux enchaîner ? Oui, enfin, c'est ce que j'avais dit dans mon exposé. C'est trois choses différentes, l'antisionisme, l'antisémitisme et la critique du gouvernement israélien. Quand dans les conférences, c'est vrai que des fois, il y a des gens qui disent « Ah, les sionistes, mais les sionistes, ça dépend. Netanyahou est sioniste et Abraham Berg aussi. » Mais ils n'ont pas du tout la même conception du sioniste. Et je pense que si on est partisan de la solution des deux États, on est pour l'existence de l'État d'Israël. Donc, on n'est pas du tout antisioniste. Donc, il y a vraiment trois choses à distinguer. Mais ce sont plutôt ceux qui veulent empêcher un débat, qui font une assimilation entre l'un et l'autre. Mais il y a trois niveaux de distinction. L'antisionisme, l'antisémitisme, qui sont déjà des choses différentes, et la critique d'un gouvernement, qui est la critique politique que l'on peut exercer sur les 193 États qui sont membres de l'ONU. Ah, bien sûr, oui, encore. Après, on vient vers vous. Chacun son tour d'être. Oui, bonjour et merci. Au niveau du droit international, effectivement, il y a eu, disons, des avancées, c'est certain. En revanche, moi je suis toujours extrêmement frappée par le rôle que jouent des institutions comme le CRIF ou l'AIPAC, qui, au lieu de jouer justement un rôle d'intermédiaire positif, jouent au contraire un rôle très évidemment négatif, en renforçant et en soutenant les gouvernements israéliens, quelle qu'en soit la couleur. Et ça, je trouve absolument déplorable, parce que nous sommes en France, ou bien on est aux États-Unis, et ce sont deux pays qui ont des institutions démocratiques, mais il est certain que ces institutions jouent un rôle auprès tout de même de la société juive de ces pays. Et que ce rôle, au lieu justement, et parfois je me souviens d'avoir parlé à un ancien directeur du CRIF lors d'une réunion à l'UNESCO, en lui disant, et ça avait soulevé un certain mouvement d'émotion dans la salle, est-ce que ce genre d'attitude de ces institutions n'est pas lié avec une sorte de complexe de ne pas avoir fait la LIA, et donc, si vous voulez, une sorte de remords de ne pas être parti et de, justement, pour se dédouaner, disons, renforcer une position extrémiste en disant « Oui, nous suivons, quoi qu'il en soit ». Merci, madame. Oui, c'est vrai que le CRIF pourrait être un pont entre Israël et la France. Ça serait utile. Mais à chaque fois qu'il demande à un pays de mieux prendre en compte la position de l'autre, c'est des demandes qui sont toujours adressées au gouvernement français, jamais au gouvernement israélien. C'est toujours à sens unique. C'est toujours des demandes dans les dîners du CRIF, les revendications à l'égard de la politique extérieure, elles sont à l'égard de la France. Il n'y a jamais des demandes par rapport à la politique extérieure ou intérieure du gouvernement israélien. Donc c'est à sens unique. En même temps, je pense que, je dirais pas que, enfin, le CRIF a effectivement fait valoir ses vues, mais les responsables politiques ne seraient pas obligés d'y déférer. Je connais plein de gens qui m'ont dit, au moins c'est bien quand on n'est plus ministre, on n'a plus à aller au dîner du CRIF. Mais ils auraient pu, étant ministre, dire non, je passe mon tour. Pourquoi se sentir obligé de faire quelque chose comme cela? Et donc, il y a en fait une surreprésentation. Les responsables du CRIF disent on est toute petite structure, on n'est pas grand, il n'y a pas beaucoup, etc. Mais c'est vrai qu'ils exercent beaucoup, enfin, ils ont une très grande influence, mais parce que les autres l'acceptent, parce que les responsables politiques, les médias l'acceptent. Mais il serait vraiment heureux que le CRIF ait plutôt un rôle de pont entre le gouvernement israélien et français, et que les demandes soient des deux côtés et pas d'un seul. Je voudrais ajouter une chose qui me paraît très importante. Moi, je ne parlerai pas du CRIF comme étant une permanence. Ça dépend des périodes et ça dépend des lignes politiques. Moi, je me souviens du temps où Théo Klein était président du CRIF, que la délégation du CRIF allait à Gaza rencontrer Yasser Arafat. On dirait ça aujourd'hui à Francis Khalifa, il ferait une crise cardiaque.
Mais c'était comme ça. Et même Henri Achdenberg, qui a succédé à Théo Klein, et qui n'était pas sur la même orientation que Théo Klein, il a été, si ma mémoire est bonne, rencontrer les dirigeants palestiniens. Donc il y a eu, et c'est ça dont nous parlons, une radicalisation du CRIF. Une radicalisation interne par l'exclusion de tout juif de gauche des instances du CRIF. Et deuxièmement, une radicalisation dans la manière de se présenter comme exigeant du pouvoir, comme le dit Pascal, des choses. Il y a juste un détail dans ce qu'a dit Pascal, j'aimerais qu'on approfondisse parce que je ne le suis pas complètement. Je crois qu'il n'y a pas de comparaison entre ce qui se passait dans les années 2002, 2003, 2004, etc. et aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, ceux qui nous diffamaient, qui nous attaquaient, qui faisaient pression, qui organisaient des procès, qu'ils ont tous perdus d'ailleurs, etc., c'était des initiatives privées. C'était des intellectuels, si on peut les appeler comme ça, c'était des juristes, si on peut les appeler comme ça, etc. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a une institution qui prétend parler au nom de tous les juifs de France alors qu'elle n'en représente qu'1 dixième et qui exige du pouvoir un certain nombre de gestes légaux. Et je veux dire une chose qui ne me portera pas bonheur, mais je la pense, donc je la dis. Il y a quelque chose d'ambigu dans la complaisance d'un certain nombre d'hommes politiques à l'égard du CRIF. Parce que si on en est au point d'accepter n'importe quelle proposition, même complètement farfelue, du CRIF, ça veut dire qu'on pense quelque part que les Juifs sont partout riches et puissants et qu'il vaut mieux les avoir de son côté que contre. Et que du coup, il y a un vote juif dont tous les sondeurs vous diront que c'est une invention. Il n'y a pas de vote juif. Les Juifs votent comme tous les citoyens et d'abord en raison des problèmes économiques et sociaux et pas des problèmes du Proche-Orient. Mais bref, vous voyez bien, il y a une ambiguïté. Je me souviens très bien de textes, pour ne pas parler d'hommes politiques d'aujourd'hui, de dirigeants britanniques de l'époque de Balfour, qui étaient ouvertement antisémites, qui parlaient de race vile, et ça ne les empêchait pas, au contraire, de faire la déclaration Balfour. Donc il faut faire très attention, je le dis à l'attention des hommes politiques ou des femmes politiques aussi, qui ont une ardeur philo-CRIF particulièrement manifeste. Attention à ce que signifie ce type de démarche. Je ne fais la psychanalyse de personne, ce n'est pas mon métier, mais quand même, il faut faire attention à ça. Alors, oui, madame, et après, je dirais... Oui, une question plus légère, mais je pense néanmoins profonde. Soyez légère. Que pensez-vous du fait que le prochain Giro, Tour d'Italie, partira de Jérusalem? Alors sans doute Netanyahou a téléphoné pour avoir le titre Jérusalem, parce que ce qui était prévu, c'était quand même Jérusalem-Est. Hein, et maintenant, c'est Jérusalem, avec aussi 3 étapes qui se dérouleront sur le territoire. Tout ça dans le cadre, soi-disant, de rendre hommage à Bartali, qui était injuste entre les justes, enfin, etc. Mais je trouve que quand le sport, qui quand même est éminemment politique, le devient encore plus avec un soutien manifeste au gouvernement de Netanyahou, quid de tout cela? Ça, c'est une question pour Pascal. Je pensais que Dominique... C'est pas du foot, mais enfin... Je pensais que Dominique allait répondre. Eh ben, ça doit être l'occasion de manifester. Ça doit être l'occasion, parce qu'effectivement, on voit que c'est un coup politique qui a été fait pour effectivement, qui est un bénéfice politique pour Netanyahou. En même temps, je fais le pari que ça peut s'avérer avoir un effet boomerang. Parce que ça va être l'occasion de débat, parce que ça va donner une visibilité. Il faut renverser cette visibilité. Et donc ça a lieu, c'est tout à fait critiquable, donc critiquons-le. Donc organisons des manifestations, des débats pour savoir comment ça se fait et parlons de l'occupation de Jérusalem, parlons à cette occasion. Ça va être l'occasion, puisque Jérusalem sera à l'honneur, parlons de Jérusalem, de son statut. Et donc renversons cela
pour le faire, pour parler de choses dont on ne veut pas. Parce que, en fait, la stratégie, c'est de dire on ne va pas parler des problèmes qui fâchent. Regardez ce qui se passe sur Arte, on ne parle pas du conflit israélo-palestinien, on parle des nouvelles technologies, on parle du tourisme, etc. Il y a toute une stratégie intelligente mise en place pour éviter ce qui, selon les médias, divise l'audience, pour reprendre cette formule que j'ai souvent entendue, et montrer des choses plus consensuelles. Le départ du Tour d'Italie de Jérusalem en fait partie. Mais on peut très bien se saisir de cela. Moi, j'avais essayé pendant très longtemps, en vain, de convaincre Leila Chaïd qu'il y avait des messages à faire passer par le football. Et que, justement, à l'occasion de matchs, l'équipe palestinienne qui a du mal à jouer, etc. Bon, les dirigeants palestiniens ne sont pas trop servis de ça, mais je me rappelle que j'avais fait un papier en disant Platini est plus fort qu'Obama. À un moment donné, Israël empêchait des aides que Platini voulait envoyer quand il présidait l'UEFA aux Palestine. Il a dit peut-être que je vais m'interroger sur la participation d'Israël aux compétitions de l'UEFA. En 48 heures, tous les ballons, tous les équipements passaient. Soyez bref. Parce Netanyahou a demandé à la FIFA l'intégration de 3 équipes israéliennes des colonies. Ouais. 6, pardon. Très brièvement, 3 observations. La première, il me semble que de plus en plus dans des milieux d'extrême droite qui peuvent être antisémites, il y a aussi un soutien de l'État d'Israël. C'est-à-dire des politiques antisémites d'un côté et un soutien à Israël de l'autre. D'ailleurs, puisque tu as évoqué Balfour, même le raisonnement de Balfour avait quelque chose d'antisémite. Toute cette idée qu'il pensait que les Juifs allaient changer l'opinion de Wilson et que peut-être ils allaient même changer l'opinion des bolcheviks en Russie pour qu'ils restent dans la Première Guerre mondiale révèle un peu l'idée qu'ils sont tellement puissants, tellement forts, tellement capables de modifier les choses que finalement ça nourrit l'antisémitisme et toutes les théorie de complot de cet antisémitisme. La deuxième chose, j'ai un léger problème avec l'idée de parler seulement des sionistes aujourd'hui en Israël de droite. C'est-à-dire, c'est facile de critiquer le gouvernement Netanyahou avec un Lieberman et un Bennett à la limite du fascisme qu'autre chose. Mais en même temps, si on parle du mur de séparation, c'est Ehud Barak qui l'avait planifié, c'est la gauche israélienne. Si on parle de la colonisation entre la signature d'Oslo et la deuxième intifada en 2000, c'est la gauche israélienne, c'est Rabin même et Ehud Barak, avec une petite parenthèse de Netanyahou déjà. Donc la question là aussi est par rapport à une tendance reliée à la colonisation et au mur et à l'apartheid, que même une partie de la gauche israélienne, malheureusement, a partagé avec la droite et l'extrême droite. Et finalement, j'allais dire par rapport au football, il y a 6 équipes qui jouent sur des terrains qui sont dans des colonies en Cisjordanie. Et légalement, selon le droit international, ils n'ont pas le droit de jouer dans la Ligue israélienne qui est membre de l'Europe, donc de l'UEFA, qui reçoit des aides et des subventions. Et il y a un rapport maintenant de Human Rights Watch détaillé sur la confiscation des terrains de foot pour permettre à ces 6 équipes, puisque vous êtes intéressés, de jouer officiellement en Israël. Bien. Allez-y, vas-y. On va venir. On va venir. Là-bas, quand même. On va un peu aller au fond, mais est-ce que le sionisme n'est pas fondamentalement d'extrême droite, en fait, parce que il y a une question d'intolérance au départ. Je veux dire, le sionisme, c'est la création d'un État juif. Donc il y a une opposition par rapport à la Palestine, aux Palestiniens. Est-ce que le problème aujourd'hui n'est pas à inverser et que ça n'est pas, je dirais, la remise en question de l'État palestinien, de l'État israélien, qui est à débattre plutôt que l'inverse? Et est-ce que ce que monsieur disait juste avant, je veux dire, est-ce qu'on peut être sioniste de gauche? Ça paraît un peu anormal, enfin aberrant, quoi, je veux dire. Il y a un homme politique très connu du XXe siècle qui a joué un rôle en Russie, qui a même déclenché une révolution,
et qui disait, j'aime beaucoup la formule, que les partisans du tout ou rien sont les partisans du rien du tout. Donc on peut évidemment qualifier le sionisme d'extrême droite ou autre chose. Non, le sionisme n'est ni de droite ni de gauche, c'est le sionisme. C'est l'idée, je répète, que les juifs ne sont pas assimilables. C'est une idée stupide, on le voit dans le monde entier, hein, qu'ils ont besoin d'un État. Et évidemment, ça amène à, puisqu'il s'agit de la Palestine, s'emparer du territoire d'un autre peuple. Pour une part en l'annexant, pour une part en le colonisant, voire en annexant le tout, comme le propose aujourd'hui l'extrême droite israélienne. Ce n'est pas des débats théoriques, hein. Bien sûr qu'il y a une dimension théorique qu'on peut développer, mais c'est des débats pratiques, parce que nous avons beaucoup d'amis qui mènent le combat pour le droit international, contre la colonisation, et qui se considèrent comme sionistes. Je ne vais pas, moi, commencer à aller titiller Avraham Burg en lui disant « Mais est-ce que vraiment tu es antisioniste ?» En l'occurrence, je peux vous dire qu'il l'est. Il se trouve qu'il a évolué et que c'est grosso modo aujourd'hui, avec le recul, la position qu'il défend. Je ne vais pas aller voir Amir Haas, que j'ai cité tout à l'heure. Moi, j'essaye aussi, dans la mesure du possible, de suivre et d'appuyer et d'aider tous ceux qui, en Israël, sionistes ou non sionistes, se battent contre la politique que mène aujourd'hui l'extrême droite israélienne. Mais cela dit, sur votre analyse, il n'y a rien à en jeter. Vous avez raison, la gauche sioniste a largement contribué à la situation dans laquelle nous sommes, et en particulier Ehud Barak, dont on dira qu'il a sans doute été le pire des premiers ministres que Israël ait connu, y compris en intégrant Sharon dans la liste, parce que Barak est celui qui a fait échouer définitivement le processus de paix avec le sommet de Camp David, dont on sait aujourd'hui que c'était une farce, et une farce voulue par Barak, lequel avait auparavant fait échouer la négociation avec Hafez al-Assad sur le Golan et s'était retiré de manière unilatérale du Liban. Donc il avait tout faux. Mais de son point de vue, il avait tout juste. C'est clair que vous avez raison, il y a un ensemble qu'on peut qualifier de politique sioniste et qui intègre des gens de gauche et des gens de droite, mais il y a heureusement des sionistes qui se battent contre la politique actuelle. Peut-être ils ont tort de se croire sionistes, mais ils le pensent. Alors on va changer de place, aller au fond, si on peut y arriver. Bonjour, merci pour votre exposé. Enfin, moi je suis en Master 1 et je fais un mémoire sur la communauté palestinienne en Algérie. Et dans une partie de mon mémoire, je fais le parallèle entre les deux colonialismes en fait. Parlez plus fort s'il vous plaît. Je fais le parallèle entre les deux colonialismes. Et je sais que vous l'avez fait, Monsieur Chagnolot, dans votre ouvrage Maghreb et la Palestine, en 78. Qui date du XXe siècle. Ouais. Et j'avais une question. Début XXe siècle. Monsieur Boniface disait qu'il fallait mettre vos débatteurs face à leurs contradictions. Y a-t-il pas une contradiction entre un Hollande qui affirme à Alger le 20 décembre 2012 que le système colonial français en Algérie a été brutal et injuste, et qui part à Tel Aviv le 18 novembre 2013, donc 11 mois plus tard, en disant qu'Israël est un pays qui n'a jamais cédé sur le droit et sur le pluralisme. Emmanuel Macron aussi qui dit que la colonisation française a été un crime contre l'humanité le 14 février, et qui pourtant ne dit mot qu'Israël soumet le peuple palestinien à un régime institutionnalisé de domination considéré comme apartheid. Et je rappelle que l'apartheid, selon l'article 2 de la résolution 3068 du 30 novembre 1973, est un crime contre l'humanité. Donc n'y a-t-il pas un hiatus finalement entre la question algérienne, qui suit toujours énormément de passion en France, et la question palestinienne? Et une autre question à M. Boniface, on pourrait répondre aussi à celle-là, par rapport à M. Zemmour en fait. Enfin, Zemmour. N'envoie-t-il pas le pas de cette, finalement, pas seulement de la droite sioniste, aussi de la gauche sioniste, lorsqu'il oblitère le peuple palestinien? Il l'avait dit, je crois, dans son émission il y a quelques jours, je crois. Il disait que le peuple palestinien n'existe pas. Enfin, Chaim Weizmann disait en 1914 que le peuple palestinien n'existait pas. Golda Meir disait que le peuple palestinien n'existait pas en 69. Le père de Benjamin Netanyahou le disait le 2 avril 2009 dans le journal Maariv. Il disait il n'y a pas de peuple palestinien, on ne crée pas d'État au profit d'une nation imaginaire. Donc c'est mes seules questions. Et un point en fait sur lequel je suis d'accord avec monsieur par rapport à la gauche sioniste, c'est pas la question d'un État ou deux États qui pose problème, c'est aussi la question aussi du droit au retour, parce que la gauche sioniste aussi s'oppose à ce droit au retour, et notamment Ziv Sternel, qui est l'une des figures de proue de cette gauche anti-occupation, et qui pourtant dit dans une préface qu'il a écrite en 2013 sur
le livre noir de l'occupation israélienne, où il dit que les Palestiniens doivent abandonner leurs revendications majeures, le droit au retour. Donc y a-t-il pas une contradiction aussi par rapport à cette question-là? Donc voilà, merci. Alors, pour Zemmour, vous voyez avec lui, mais moi je ne suis pas son porte-parole, donc vous lui posez la question. Pour votre première remarque, oui, il y a une contradiction, enfin c'est pas une question, c'est une intervention, et je la prends comme telle. Et sur le troisième point, je reprendrai ce que dit Dominique, enfin, par contre, je ne vois pas trop bien, s'il se crée un État palestinien, j'imagine que les Palestiniens vont vivre en Palestine, pas en Israël. Ça serait quand même un peu contradictoire d'avoir créé un État palestinien et de vouloir venir habiter en Israël. Ensuite, qu'il y ait une reconnaissance politique de la Nakba et des compensations, indemnisations, c'est autre chose. Mais honnêtement, demander le droit au retour inconditionnel, c'est une façon de tuer la solution des deux États. Ah non, je pense que là, mais c'est deux choses différentes. Non, la solution des deux États me paraît plus que compromise aujourd'hui, effectivement. Je peux vous annoncer un de nos prochains midi, on aura un débat sur cette question justement, un ou deux États, puisqu'il y a un débat en interne, on voudrait l'externaliser, le rendre public. Bien, est-ce qu'il y a sûrement d'autres thèmes? Oui, je t'en prie. Par rapport à ce que vous dites, je ne veux pas engager un débat politicien français, mais les noms que vous avez cités, à part celui de Zemmour, c'est des noms de socialistes français. On est bien d'accord. J'ai l'impression, personnellement, mais peut-être que mes partenaires de débat ne seront pas d'accord, qu'il y a une certaine continuité dans l'aveuglement de cette composante de la vie politique française à l'époque de la guerre d'Algérie et aujourd'hui sur les questions de la Palestine. Il y a une grande difficulté, pour être clair, de la SFIO et de ses succès d'années, à comprendre la question coloniale et les solutions à la question coloniale. Donc je ne trouve pas du tout qu'il faille simplement, comme on le fait parfois par facilité, pointer du doigt les bavures de Hollande, parce qu'il a fait pire que ce que vous dites. Il a fait le chant d'amour pour Israël et pour ses dirigeants, qui était quand même un monument. On peut pointer le doigt sur Manuel Valls, alors là on a le choix, parce qu'il y a de quoi faire. On peut, mais ça va plus loin que ça. C'est, je crois, un problème de toute une mouvance politique française qui a eu, et qui a encore, sur cette question, une véritable difficulté. Si vous vous transposez en Israël, vous avez évidemment raison, une bonne part des sionistes de gauche, ou dits comme tels, n'acceptent pas l'idée de droit au retour, mais je vous incite à être plus attentif que cela aux évolutions. Par exemple, notre ami Charles Anderlin, qui a parlé à cette table ici, il y a quelques mois, à ma grande surprise, personnellement, s'est prononcé pour le boycott. C'était neuf pour quelqu'un qui n'a jamais été dans ce type de réflexion. Shlomo Zand, qu'on connaît de par ailleurs, était toujours hostile à l'idée du droit au retour. Il a changé et ici même, il a développé l'idée de la possibilité du droit au retour. Franchement, je pense à la fois que c'est une revendication fondamentale de l'Organisation de libération de la Palestine, donc qu'il faut prendre comme telle, mais qu'en même temps, elle fait l'objet, ou elle peut faire l'objet, d'une négociation. Et je vous rappelle que... Attendez. Non, voilà. Je vous rappelle qu'en janvier 2001, après l'échec du sommet de Camp David, à Taba, en janvier 2001, les deux délégations israéliennes et palestiniennes s'étaient quasiment mis d'accord sur tout, y compris sur la question des réfugiés palestiniens, en imaginant une espèce d'usine à gaz un peu compliquée, mais dans laquelle Israël reconnaissait sa part de responsabilité dans l'expulsion des Palestiniens. Deuxièmement, on envisageait, pour ceux des Palestiniens qui ne voulaient pas revenir, une compensation. Entre nous, soit dit, il y en a beaucoup. Il y a 500 000 Palestiniens au Chili. Je ne pense pas que beaucoup souhaitent venir vivre en Israël ou en Palestine, etc. Et puis, pour ceux qui voulaient revenir, il y avait le choix entre revenir dans l'État de Palestine, à venir, s'il vient,
et pour un certain nombre en Israël. Et il y avait une discussion même sur le nombre qui serait accepté en Israël. Le chiffre de 100 000 avait été avancé d'un côté, de l'autre côté le chiffre de 50 000. Les gens qui ont accepté cette négociation, cet accord ou ce quasi-accord, y compris ces chiffres, c'était des sionistes de gauche. C'était Yossi Beilin, c'était des hommes parfaitement sionistes cachers, hein, sans problème. Bien, il nous reste un quart d'heure parce qu'on s'arrêtera à -5 exceptionnellement, parce que notre ami Pascal Boniface doit partir à -5. Donc je voudrais que... Alors allez-y. Ah oui, attendez, pardon, il y en avait déjà au fond là. Parlez très fort dans le micro, madame. J'essaye de parler très fort. Qu'est-ce que vous dites, madame? Je ne sais pas. Mais si vous m'entendez, bon. En ce qui concerne le CRIF, ça n'est pas l'unique organisation représentative des Juifs. Et en particulier, lorsque le CRIF s'est permis de demander à Macron d'appuyer la proposition de Trump, parce qu'il a fait ça, le CRIF aussi, pour reconnaître l'État des Juifs. Donc, le Shalom Arshav, à laquelle j'ai posé la question, m'a dit qu'ils étaient contre cette initiative. Et je pense que c'est important qu'on mette en avant les positions d'autres organisations qui représentent les Juifs. D'une autre part, par ailleurs, je me demande, parce que moi je me suis toujours heurtée à l'idée que le débat était trop clivant. J'ai parlé à des socialistes, etc. Tout le monde m'a toujours dit le débat est trop clivant pour qu'on s'en occupe, même si on est d'accord avec vous. Est-ce que ça ne serait pas bien, vous, Monsieur Boniface, qui êtes représentant d'une grosse institution, de le mettre sur le plan judiciaire en faisant un vrai procès? L'IRIS a déjà subi de nombreuses attaques du fait de mes positions. Je ne vais pas mêler l'IRIS à tout ça plus que je ne le fais déjà par ma seule existence. Donc il y a 30 salariés à l'IRIS, ils ont le droit de vivre, ils ont le droit de gagner leur salaire. Il y a eu des tentatives de tuer l'IRIS et je ne ferai pas ce type de provocation, excusez-moi. Qu'il y ait une demande d'ailleurs du CRIF de transférer l'ambassade française à Jérusalem, et il le demande au dîner du CRIF depuis tout le temps. Sur votre point, c'est vrai que, par exemple, la DILCRA, qui a eu d'importants moyens récemment, mais ils ont jamais, quand je parle aux amis de l'UAJFP, ils n'ont jamais été en contact. Une autre voix juive non plus. Les voix juives, disons, qu'on dit dissidentes, en quoi elles sont dissidentes d'ailleurs? Elles sont différentes, elles ne sont pas dissidentes, sauf à dire qu'il y a, parce que le terme de dissident veut dire quelque chose par rapport à celui qui qualifie l'autre de dissident, voilà. Donc, alors peut-être sont-elles dissidentes finalement si on suit la logique future de Dominique. Et en fait, c'est quand Dominique, par exemple, partait avec Léla Chaïd faire des conférences dans des lycées, pour montrer que un juif, une arabe pouvaient parler ensemble du conflit du Proche-Orient. Le CRIF a demandé la fin de ces conférences, alors que c'était le meilleur moyen de lutter contre l'antisémitisme, de montrer que tous les juifs ne pensent pas la même chose, qu'il n'y a pas d'amalgame. Et donc c'est vraiment la meilleure façon de lutter, de montrer effectivement la diversité des opinions de la communauté juive. Et il y a une sorte d'injonction contradictoire à demander à tous les juifs d'avoir soutenir inconditionnellement Israël et se plaindre qu'on fasse une assimilation entre juifs et israéliens, et se plaindre également qu'on apporte le conflit du Proche-Orient. Alors monsieur et ensuite oui, je veux dire, c'est vrai que la politique israélienne actuellement est tellement scandaleuse que la critique est plus admissible, y compris aux États-Unis. Mais la ligne rouge maintenant, c'est contre tout discours ou étude qui porterait sur le caractère à terme préjudiciable aux intérêts nationaux des États-Unis et pas leur pratique en Israël. Et là, il y a 2 universitaires américains qui s'y sont essayés, ils se sont fait écharper. Et il y a très peu en fait de travaux là-dessus. En France, on ne parle jamais de l'aspect préjudiciable sur l'intérêt national français des pratiques israéliennes. Un autre point, peut-être, Pascal Boniface me reprochera de dire plus anecdotique, parce qu'elle a trait au football. L'ancien ambassadeur de l'OLP à l'ONU se trouvait être avec Arafat encerclé à Beyrouth par les Israéliens pendant la guerre du Liban.
Et il racontait que Arafat piétinait devant les télés en regardant les femmes, mais où sont les masses arabes, où sont les manifestations, etc. Et puis un soir, enfin, une manifestation monstre en Algérie, à Alger, et il saute, ça y est, enfin, les peuples. Et donc il entend qu'il se dirige vers l'ambassade d'Autriche. Et en fait, il se trouvait que la veille, l'Autriche s'était soi-disant laissé battre par l'Allemagne, et du coup éliminant l'Algérie de la phase suivante de la Coupe du Monde. Et alors l'ambassadeur disait que Arafat était vraiment effondré et lui avait dit bon, c'est fini maintenant, il faut qu'on s'entende avec les Israéliens. Il disait c'est de là qu'est parti le processus qui mènerait aux accords d'Oslo. Bon, c'est peut-être un peu. Oui. Merci. Alors c'était pas une question là, Père Lelon, Gianni, si tu veux bien là. On prend encore deux, trois questions et on. Non, très bref, deux choses. Pascal Boniface a fait allusion, il a raison, l'importance que des juifs, des musulmans, des chrétiens, des croyants, des incroyants, ensemble, parlent pour la justice, le respect du droit international. Je vous donne un exemple. Il y a quelques semaines, quelques jours, nous avons eu deux réunions, une dans une mosquée en banlieue, reçue par l'imam, avec des juifs, des chrétiens, des musulmans, des incroyants, des agnostiques, et une autre réunion à Saint-Méry, pas loin d'ici, l'église Saint-Méry, également pour le droit international et pour la Palestine, où il y avait des croyants et non-croyants de toutes les religions. Et deuxième chose que je voulais dire à propos de la position de certains socialistes sur la colonisation. On n'a pas oublié Guy Mollet et Suez. Il ne faut pas oublier que le général de Gaulle, qui a compris que l'Algérie était indépendante, a été un des rares hommes politiques en France qui a eu le courage de parler pour la Palestine. Et je pense qu'on doit se rappeler ce qu'a fait le général de Gaulle avec la Palestine et que nous devons demander à nos hommes politiques, à nos femmes politiques de droite et de gauche, ceux qui se réclament du général de Gaulle de lui être fidèles et ceux qui ne le sont pas de tâcher de l'être. Quand même, pour répondre aux deux interventions, il ne faut pas... L'exception, c'est quand même François Mitterrand, qui s'est rendu, qui a soutenu Arafat. Et donc, ne faisons pas d'amalgame, y compris pour les socialistes. Non, je veux juste rebondir sur ce que dit le Père Lelon. Quand Pascal, tout à l'heure, et je partage ce qu'il disait, se lamentait un peu de l'état... l'absence de courage de beaucoup de médias, il faut dire, et ce n'est pas un hasard, que parmi les médias qui continuent à suivre de près le conflit israélo-palestinien et à l'analyser avec force, il y a les médias chrétiens. Il y a la Croix, il y a la Vie, il y a le Pèlerin, c'est pas du domaine du détail. Ça veut dire que sur des valeurs qui sont des valeurs de justice, qui sont des valeurs de droit, on peut mobiliser aussi bien et même mieux, avec plus de courage que sur des valeurs strictement politiques. On a vraiment là quelque chose qui nous tient à cœur. À supposer, et c'est ça qui me paraît aussi important, qu'on aille jusqu'au bout de l'analyse de la politique israélienne. Et pas seulement dans son versant palestinien. Il y a aussi une politique israélienne pour les Israéliens. Et qui subissent depuis plusieurs années la construction d'un arsenal liberticide de lois absolument invraisemblables, qu'aucun pays au monde n'a adopté. Je vous en donne juste un exemple. Il y a une loi votée, donc qui est adoptée, qui est en vigueur, qui permet à 90 députés sur 120 d'exclure les autres. Imaginez, c'est une absurdité, la République en marche, excluant les groupes France Insoumise et communistes de l'Assemblée. On est dans un processus, je le répète, de fascisation qui est extrêmement préoccupant pour les Palestiniens, mais aussi pour les Israéliens. Et comme par hasard, ce même gouvernement, dans ce processus-là, de qui va-t-il chercher l'alliance? De M. Kaczynski, de M. Orban
qui chante les louanges du régent Horthy, responsable en dernier ressort du génocide des Juifs hongrois. Une victime sur 10 du génocide des Juifs était hongroise, et qui va flirter avec les leaders des mouvements d'extrême droite ouest-européens. À l'exception pour l'instant du Front National, parce que bon, les Le Pen, c'est trop. On ne peut pas aller jusque-là. Mais quand même, avec les Hollandais, avec les Danois, on a une dizaine de leaders d'extrême droite d'Europe de l'Ouest qui ont été reçus à la Knesset de manière tout à fait officielle. Pas par Netanyahou, bien sûr, mais on est vraiment dans quelque chose qu'il faut regarder de plus près parce que ça peut permettre de faire réfléchir. Ce type d'évolution-là permet de réfléchir. On prend une dernière question, encore 2 questions. Oui, s'il vous plaît. Attendez, monsieur... pardon, il y en a beaucoup encore. Allez-y, on va en prendre 1 ou 2. Bon, merci beaucoup pour ce débat très très riche sur la plateforme de IREMO qui est très important, malgré que c'est encore un petit public. Mon souhait, après ce débat, c'est vraiment, vu la situation critique, et vu que ces grandes questions font surface, il faut profiter vraiment et trouver des plateformes plus grandes, plus importantes, que ce soit dans des institutions et que ce soit à la télé. Vraiment, à la télé, il y a 20 ans, il y avait des débats. Oui. Alors, bon... On fera notre propre télé, vous inquiétez pas. Comment Oui. Non, mais c'est vrai, on en parlait avec Pascal tout à l'heure, contourner les médias par nos propres vecteurs. Oui. Même, je me souviens... Ce n'est pas utopique, c'est très concret. Au Sénat, on a invité, il y a des années, les nouveaux historiens. Oui, et bon, ça a donné une plateforme pour un débat approfondi avec des gens importants de la société. Merci beaucoup quand même. Merci madame. Encore une question? Alors je sais pas, je vois... Oui, allez-y, attendez un micro, sinon sans micro vous êtes inaudible. La télé ne vous voit pas, sinon. Merci Gianni. Ça va là? Oui. Donc je me suis heurté une fois, pas heurté, discuté avec M. Charles Anderlin, et on a parlé de sionisme et d'antisémitisme. Et rapidement, il m'a répondu intelligemment, il m'a dit qu'il y a des sionistes, ce qu'on appelle de la ligne verte. Vous pourriez m'expliquer un peu plus ce que c'est que la ligne verte, et les sionistes qui sont pour la colonisation. Bien sûr. Je pense qu'il faut distinguer les deux. Ça renvoie à notre ami Leibovitz. Je suppose que tu vas en dire un mot peut-être. J'ai un très beau souvenir, alors je réponds en une phrase, une anecdote. Il y a quelques années, j'avais eu la chance de rencontrer le professeur Leibovitz, qui est un grand philosophe israélien. On avait eu une longue discussion, j'avais eu un long entretien avec lui, et il avait terminé en disant « Je suis sioniste jusqu'aux frontières de 67 ». Et ensuite, il avait eu cette formule très belle. La guerre de 67, c'était une guerre défensive. Et puis, il y a eu le 7e jour. Et le 7e jour, c'est devenu une guerre de conquête. Et là, etc. etc. Et c'était très beau comme façon de faire et très symbolique. Voilà. Il faut ajouter qu'il ne se contentait pas d'analyser. Le professeur Leibovitz appelait les jeunes Israéliens à ne pas faire leur service militaire dans les territoires occupés. Et non seulement ça, mais il dénonçait l'extrême droite israélienne en la qualifiant de judéo-nazi. C'est-à-dire c'était un homme qui avait son franc-parler, qui était clair sur la manière dont il voyait les choses. Oui, je voudrais vous poser une question. Je pense moi aussi que la solution à 2 États est fortement compromise. Et je voudrais reprendre ce que disait Shlomo Sand, je crois ici même d'ailleurs. Un des problèmes du sionisme, c'est la prétention de créer un État juif. Alors, vouloir créer un État juif, ça pose un problème, parce que ça veut dire que c'est un État qui se prétend l'État de tous les juifs, y compris moi, qui suis juif, mais qui n'ai aucune envie d'avoir un État autre que l'État français. Et d'autre part, ça veut dire que cet État n'est pas un État pour les 20% de la population de l'État d'Israël, qui ne sont pas juifs. Alors, il y a essentiellement les Palestiniens, mais maintenant, il y en a plein d'autres. Alors, est-ce qu'il est envisageable que l'État d'Israël renonce à sa qualification d'État juif? Pour l'instant, on n'en prend pas le chemin, mais... C'est... Dans votre description, monsieur, de la problématique,
vous omettez un point très important, qui est l'annexion. Si les projets de l'extrême droite actuels se réalisent, c'est-à-dire si Israël annexe le reste de la Palestine, alors ce ne sera pas 20%, ce sera 50% de la population qui ne se retrouvera pas dans la qualification et la structuration de l'État comme juif. C'est la raison pour laquelle des hommes comme Azmi Bishara, comme des femmes comme Anine Zouabi et d'autres disent que la seule solution à terme, c'est de créer un État de tous ses citoyens. Quelle que soit leur origine, leur religion, on fait un État. Alors évidemment, c'est pas demain la veille. On est plutôt dans le long terme, et comme chacun le sait, à long terme, nous serons tous morts. Bien, sur cette formule très rassurante, je vous remercie, mais avant de vous quitter, attendez, avant de vous quitter et que vous n'applaudissiez chaleureusement nos deux invités, notre prochaine manifestation va être hors les murs, car on a bien compris que vous étiez un peu à l'étroit dans les murs. Donc on se retrouve à l'Hôtel de Ville de Paris pendant 3 jours à partir de ce vendredi pour le Maghreb des Livres, qui devient à partir de cette année, et pour, je l'espère, de nombreuses années, le Maghreb Orient des Livres. Donc à partir de vendredi 14h jusqu'à dimanche soir, nous vous accueillons pour une bonne trentaine de tables rondes, débats et environ 120-130 auteurs. Et merci encore d'être venus ici, et merci à Pascal et à Dominique.